Petite et grande madame, Petit et grand monsieur, bienvenue dans le monde des histoires. des histoires à dormir debout, Des histoires à rêver. des histoires à rire et à pleurer. Le voyage commence maintenant. Petite dame, Grand monsieur, grande dame, petit monsieur, ouvrez grand vos yeux, et surtout, gare à vos oreilles. il y avait, dans un port de la Norvège, Il y avait, dans un port de la Norvège, un très vieil homme, un très vieil homme. à qui manquait une oreille. Une oreille, Une oreille. une oreille. Comment l'as-tu perdu lui demandait-on à l'auberge où il venait s'enivrer chaque soir. Ah, ça remonte à loin. J'étais encore un petit garçon. J'avais 9 ans à peine. Alors voyez, un cirque ambulant est arrivé dans notre ville. Ça ne coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres. Et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée. Alors, le soir de la représentation, j'y suis allée en cachette. Je me suis faufilée sous la toile du chapiteau, ni vue ni connue, et j'ai pris place dans les gradins. La musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça. J'étais comme ivre. D'abord, il y a eu les chevaux qui tournaient. Puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. Je restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi qui n'avais jamais rien vu. Puis le directeur du cirque a annoncé un numéro de fouet. J'ai oublié le nom de l'artiste. Paco, Paquito, Pachiquito. Pancho! Pancho. Pancho, un nom comme ça. Il s'est avancé dans sa tenue de cow-boy, suivi par son assistante en maillot de bain. Il y a eu un roulement de tambour et clac! Clac! Ça a commencé. L'assistante a d'abord mis une longue cigarette en papier dans sa bouche et... clac! Au premier coup de fouet, la cigarette a perdu 1 centimètre. Clac! Clac! À chaque coup de fouet, elle en perdait 1 de plus, jusqu'à n'être plus qu'un minuscule mégot. Alors l'assistante a avancé ses lèvres maquillées de rouge, comme pour donner un baiser. Et puis, elle a légèrement basculé sa tête en arrière, pour ne pas se faire couper le bout du nez, je suppose. Il y a eu un roulement de tambour et clac! Le mégot a volé. Ensuite, ils ont demandé un volontaire. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai vu un camarade d'école en face de moi, de l'autre côté de la piste. Il me faisait des signes avec la main, j'ai levé le bras. Ils ont cru que je voulais venir. Ils m'ont mis une cigarette dans les oreilles, une dans chaque. Et clac! Clac! De quoi vous rendre sourd? Les gens applaudissaient. Ils riaient aussi. Sans doute à cause de mon air ahuri.
Et puis tout à coup, j'ai entendu... Oh! Oh! Ah! Ah! Ça faisait comme une vague dans les gradins. L'assistante s'est aussitôt évanouie et quelques spectatrices aussi. Et puis, j'ai senti quelque chose de tiède qui coulait dans mon cou. J'ai mis la main. C'était mon sang. Alors j'ai compris. J'ai regardé par terre et... là, dans la sciure, il y avait mon oreille. J'ai oublié la suite. Je me revois transportée dans des bras étrangers. Je revois des mains qui me tiennent les mains. Je revois surtout ma mère qui pleure. Et mon père qui crie en levant les bras au ciel. Ah, ce gamin! Ce gamin! Mais ce gamin! Voilà comment je l'ai perdu, mon oreille. Ça vous évitera d'avoir à me le redemander la prochaine fois. Le lendemain, il disait... Mon oreille? J'avais 27 ans. Et j'allais me marier. Ma petite amie était bien amoureuse, oui, bien amoureuse. Et je la trouvais assez gentille, ma foi. D'après tout le monde, on allait drôlement bien ensemble. Et je crois que c'était vrai. Et puis, elle est arrivée, l'autre, là, avec ses taches de rousseur sur le nez. J'ai su tout de suite que j'étais fichu. À la première seconde, elle m'a électrocuté, cette fille. Je vous le jure, elle était fabriquée sur mesure pour moi, depuis ses orteils mignons jusqu'à ses mèches blondes. Elle était toute jeunette. Pourquoi elle s'est jetée sur moi comme ça et pas sur un autre? J'en sais rien. J'étais même pas beau. Elle m'a fait tourner chèvre. J'essayais de l'éviter, mais c'était impossible, elle me cherchait. Je t'aime. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Je n'en voudrais jamais d'autre que toi. Et ainsi de suite. Et elle pleurait. Et je pleurais moi aussi parce que j'en étais tombé amoureux. Elle m'a rendu fou. Si bien que j'ai fini par écrire une longue lettre à ma pauvre fiancée. Comme je n'arrivais pas à le dire, je l'ai écrit. Je vous jure que j'ai trempé le papier de mes larmes, tellement j'avais honte, tellement j'étais malheureux. Je lui ai expliqué que j'allais partir avec une autre, que j'étais désolé, que la vie était mal faite et blablabla. Enfin, vous voyez bien toutes les bêtises qu'on peut dire dans ces cas-là. Et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai donné la lettre. C'était dans sa cuisine. Je me suis assis en face d'elle sur une chaise, tête basse, et j'ai attendu. Elle a lu en silence, jusqu'au bout, avec un grand calme. Puis elle m'a regardé sans aucune expression, un peu comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai même cru que rien n'allait se produire, qu'elle me dirait... Eh bien, si tu veux me quitter, quitte-moi. Et que je partirais, tout simplement. Que je l'embrasserais une dernière fois et qu'on se séparerait en bons amis, ou presque. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En effet, elle a replié la lettre. Elle l'a posée sur la table. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sur moi. Ma chaise a basculé. Nous avons roulé au sol tous les deux. J'ai bien essayé de me défendre, mais c'était sans espoir. Je me battais contre une furie, une panthère en rage. Dans la lutte, elle a refermé sa mâchoire sur mon oreille et ne l'a plus jamais desserrée. Vous avez compris maintenant? C'est ma fiancée qui m'a arraché cette oreille. Avec ses propres dents. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette histoire. Ne m'en parlez plus.
Le lendemain, il levait les bras au ciel en disant « Vous me fatiguez avec cette oreille. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. C'était un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormie contre un poêle et ça me l'a brûlé, voilà. » Le lendemain, elle n'était pas brûlée, mais gelée au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne, ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60 degrés. Vous vous souvenez? Les oiseaux tombaient du ciel, congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Vous vous rappelez pas? Vous êtes bien trop jeune. Peu importe. On nous désigne, un camarade et moi, pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met sur le dos un de ces manteaux de camouflage tout blanc et nous voilà partis dans la neige, dans la nuit. On accomplit tout de même notre mission, tant bien que mal. Seulement au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête. On se perd. On revient sur nos pas. On tourne en rond. Et on finit par se coucher dans la neige. Serrés, l'un contre l'autre. Le vent hurlait si fort qu'on s'entendait à peine. De temps en temps, on se disait « Ça va, toi ?» Ça va. En réalité, on était sûr d'y rester. Mais au matin, on a entendu des voix. Oh, les gars! Vous êtes morts? On n'était pas morts. On n'était pas morts. On était juste enfouis sous la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp. Le capitaine se pointe. Il nous félicite. Et puis il a voulu imiter Napoléon qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça sur des images, sans doute. Bon. Il prend mon oreille entre le pouce et l'index et la secoue un peu. Seulement, elle était gelée. Ça fait clink, un peu comme quand on casse un glaçon sous un toit. Clink. Et l'oreille lui est restée entre les doigts au capitaine. Vous auriez vu sa tête. Ça vous embouche un coin, non? Et pourtant, c'est la vérité vraie. Le lendemain, il l'avait perdu au cours d'un pari stupide dans un port de Java. Ou bien il l'avait vendue à un milliardaire à qui il en manquait une. Un ours la lui avait arrachée dans le grand nord canadien. Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait des fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Sectionnée par des pirates sanguinaires. Tranchée par un mari jaloux. Cuisinée au pourbouillon. Par une femme folle. 6 années durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente. Et il le faisait si bien que chaque soir, on le croyait. Jusqu'au lendemain.
Une nuit, cependant, sa chaise resta vide à l'auberge. Le patron s'en inquiéta, et à la fermeture, il se rendit chez le vieil homme à quelques rues de là. Il le trouva mourant sur son lit, seul. La chambre était misérable, en grand désordre. L'aubergiste fit de son mieux pour assister son ami, sans songer à autre chose qu'à lui rendre un peu plus douces ses dernières heures d'existence. Il se pencha tout près du visage du vieux et lui souffla « S'il te plaît, pendant que tu en as encore la force, pourrais-tu me dire comment tu as perdu cette oreille? En vrai, cette fois, je t'en prie, je le garderai pour moi. » Le vieil homme lui fit de la main le signe de s'approcher. Et d'une voix éteinte, cette oreille, je ne l'ai jamais perdue parce que je ne l'ai jamais eue. Je suis né sans. Un léger sourire se dessina encore sur ses lèvres pâles, et le vieil homme rendit son âme. « Merci, dit l'aubergiste. Merci. » Quelques jours plus tard, en mettant de l'ordre dans les maigres affaires du vieil homme, l'aubergiste fut intrigué par une photographie ancienne. Une photo en noir et blanc, avec des bords dentelés. On y voyait un équipage sur le pont d'un bateau. Et un peu en retrait de tous les autres, un jeune mousse fixait l'objectif. L'aubergiste trouva un garçon à un air de malice qui lui était familier. Il saisit une loupe et se pencha sur la photo. Il observa d'abord les yeux du garçon. C'est à l'œil qu'on reconnaît les gens. Pas de doute. C'était bien là le vieil homme du temps de sa jeunesse. Un détail pourtant stupéfia l'aubergiste. Le gamin avait ses deux oreilles sur la photo. Une à droite et une à gauche. Les deux bien en place. Il fit glisser la loupe sur les mains, posées sur les genoux. Revint au visage. Au menton. Au nez. Aux yeux surtout. Au droit. Puis au gauche. Et là, il sursauta si fort que la loupe lui en gicla des mains. Depuis l'autre côté de la mort, l'œil venait de lui faire un clin. Une histoire se termine. Une histoire commence.
L'aventure commençait ici, sur ce bateau. En retentissant, la sirène du San Martin déclencha l'envol de toute la colonie de mouettes qui s'était installée sur le pont supérieur dès le départ pour profiter de la traversée du grand estuaire. Accoudé au bastingage, Nelson les observait s'éparpiller au-dessus des flots sombres. Les oiseaux s'élançaient vers le phare qui se dressait à l'entrée de la baie. Le port de Brick City se cachait là-bas, tout au fond. Malgré la brise parfois chargée d'embrun, Nelson avait passé toute la traversée sur le pont du bateau, à guetter les flots, à scruter l'horizon, et le moment où la côte apparaîtrait enfin à sa gourmandise de voyageur. Pas question de rater une seule image de ce qui, pour lui, prenait une allure d'expédition. Expédition! Pour un peu plus de 2 heures de traversée entre les deux rives de l'estuaire. Non, le mot n'était pas trop fort. C'était la première fois que Nelson quittait sa ville, McNabb. Et cette première traversée était pour lui une véritable aventure. Même s'il ne devait rester que 2 jours chez Fubalise, sa chère correspondante étrangère. À 10 ans, un premier voyage seul prend toujours la saveur d'un grand événement. Le San Martin accosta au ponton et Nelson se glissa parmi les passagers qui se pressaient devant les cahutes des douaniers qui vérifiaient les papiers. Même l'uniforme vert de l'homme qui déposa un coup de tampon rouge sur son passeport était une nouveauté qui ravit le jeune garçon. Comme convenu, Fubalise et son père l'attendaient sous la pancarte « Sortie des voyageurs ». Elle lui avait glissé de nombreuses photos dans ses lettres en prévision de ce voyage. Et Nelson reconnut immédiatement sa correspondante. Ses cheveux bruns coupés courts formaient un joli casque gracieux sur son visage. Mais ce qui frappa tout de suite Nelson, c'était les yeux de Fubalise. 2 magnifiques lacs d'un vert émeraude encore plus éclatants que sur les photos. Bonjour. Bonjour. Papa. Bienvenue à Brick City, Nelson. La traversée s'est bien passée? Oui, monsieur, sans problème. Le port de Brick City ressemblait en tout point à celui de McNabb là-bas, à une centaine de kilomètres. Comme chez lui, ici, sur l'autre rive, des grues Hawk lançaient leurs grappins sur des quais gris bordés de vieux hangars. Monsieur Griffon engagea sa voiture sur une bretelle extérieure et expliqua qu'on arriverait dans un quart d'heure si la circulation n'était pas trop chargée sur l'autoroute. Visiblement toute heureuse d'avoir un invité, Fubalise expliqua qu'elle avait préparé un chouette programme pour ces 2 jours. Balade sur la côte, visite de Brick City, mais d'abord, puisque le temps le permet, baignade sur une plage près de chez moi. Elle parlait sans cesse. Nelson l'écoutait en souriant. Il hochait la tête sans rien dire, mais il ne pouvait détacher son attention des mains de Monsieur Griffon posées sur le volant. Pas de doute, l'homme avait 12 doigts. La même malformation à chaque main. 4 doigts et 2 pouces de chaque côté qui lui donnaient une étrange allure d'éventail. Discrètement, tout en lui souriant, Nelson laissa tomber son regard sur les mains de son ami. Elle aussi avait 12 doigts, les mêmes éventails. Elle ne lui en avait pas parlé dans ses lettres. Et Nelson pensa qu'il ne serait pas très poli d'y faire la moindre allusion alors qu'il venait d'arriver.
Monsieur Griffon engagea la voiture sur un sentier qui montait sur la falaise. Au bout de 500 mètres, il se gara devant une imposante bâtisse au toit de tuiles qui dominait l'estuaire et l'océan. Tu veux peut-être téléphoner chez toi pour prévenir que tu es bien arrivé? Oh, ce soir, ça suffira. Oh, ça sera bien assez tôt. Et puis, mes parents ont votre numéro? Répondit Nelson, sans parvenir à détacher son attention de la main de M. Griffon qui ouvrait la porte de la maison. Mais déjà, Fubalise l'entraînait par l'escalier pour lui faire découvrir sa chambre. Toute joyeuse, elle avait saisi la main de son ami. Elle semblait si émue d'accueillir cet ami étranger chez elle. Lui aussi était heureux, mais il sentit comme une étrange et désagréable gêne. Oh, pas parce qu'une fille de son âge l'attrapait par la main, non, mais parce qu'il sentait cette affreuse malformation au creux de sa main. Les 2 pouces de Fubalise formaient comme une pince sur ses propres doigts et sa paume. Là-bas, tu vois, au fond à gauche, c'est l'îlot du diamant. Quelquefois, quand papa sort le bateau, on va y pique-niquer et ramasser des coquillages. Je te montrerai une prochaine fois. Fubalise désignait une tache claire perdue au large. Mais Nelson observait davantage le doigt pointé et le disgracieux éventail que ce diamant à peine visible dans les brumes de chaleur. Nelson, je suis tellement contente que tu sois là. Oh, tu sais, je n'ai pas tant d'amis que cela. Nous avons partagé tant de choses dans nos lettres. Mais se voir en vrai, c'est tellement mieux. Nelson ne l'écoutait pas. Il ne songeait plus à ce joli visage constellé de taches de rousseur, ni à ce regard merveilleux qui lui avait tant plu sur les photos et encore plus sur le quai tout à l'heure. Il ne songeait qu'à ses 2 mains trop pleines qui lui tenaient fermement les épaules. Et son malaise ne se dissipa pas. Bien au contraire. Voilà donc ce fameux Nelson dont Fubalise nous a tant parlé. La mère de Fubalise était une belle femme rousse. Visiblement, elle avait offert à sa fille l'émeraude de ses yeux. Pas seulement cela. Elle lui tendait une main chaleureuse Qu'il eut du mal à saisir. Elle aussi possédait 6 doigts, dont 2 pouces. Pendant le déjeuner, sur la terrasse des Griffons, personne ne sembla remarquer le trouble du jeune invité. Nelson était un garçon plutôt bien élevé. En présence de ses hôtes, qui faisaient preuve de la plus grande délicatesse, il se garda bien de poser la moindre question au sujet des malformations dont ils étaient tous les 3 affublés. À peine le repas terminé, Fubalise déclara qu'ils iraient faire une longue promenade sur le chemin des douaniers. En moins de 30 minutes, on atteindrait la petite plage d'Étesse, qu'elle lui avait souvent décrite dans ses lettres. Là, il pourrait se baigner. Il n'y avait besoin que d'un maillot, d'une serviette et d'un goûter. Le soleil promettait de briller toute la journée et Monsieur Griffon de venir les chercher en fin de journée pour la visite de Brick City. Sur le chemin étroit qui domine l'immense estuaire, impossible de progresser de front. Fubalise ouvrait la marche d'un pas régulier. Joviale, elle avait toujours une anecdote à raconter à son ami. Au sujet de la vie dans le pays, Des enseignants à l'école, des projets de ses parents. Nelson l'écoutait avec attention et plaisir. Son inquiétude s'était dissipée et marcher lui faisait du bien. Nelson fixait le dos de la jeune fille en se demandant s'il saurait lui avouer la place qu'elle avait prise dans son cœur au fil de leur correspondance. Peu de temps avant d'arriver à la plage, ils croisèrent un vieux pêcheur qui rentrait.
se rangeant pour le laisser passer, Nelson examina les mains chargées du vieil homme. Lui aussi avait 4 pouces. 12 doigts. L'angoisse recommença à monter. Nelson se mit à transpirer, mais le soleil n'y était pour rien. Ils arrivèrent sur la plage. Fubalise la traversa comme un terrain conquis. Elle choisit une place et déclara « Ici, nous serons très bien. » Quelque chose ne va pas, Nelson? Il y avait 6 doigts aux extrémités de chacun des pieds de Fubalise. Il déglutit et répondit un trait vague. Si, tout va bien. La jeune fille retira son t-shirt et se retrouva en maillot devant son ami. Nelson semblait hypnotisé par le ventre de son ami à moins d'1 mètre en face de lui. Tu ne te déshabilles pas, Nelson? Tu ne me trouves pas trop grosse, au moins? Non, enfin pas du tout. Tu es parfaite. Tu viens, on va nager. Vas-y, je te rejoins. Déjà, Fubalise slalomait sur le sable entre les corps des baigneurs. Et comme elle sentait qu'il la regardait, et comme elle voulait lui plaire, elle plongea dans une vague avec des allures de sirène. Quand elle émergea un peu plus loin, elle se retourna vers la plage et lui fit un petit signe de la main. Cette main, en horrible éventail. « Ouh, Nelson! Ouh! Tu viens ?» Il regardait autour de lui. Tous, sans exception, tous avaient 6 doigts, aux mains comme aux pieds. C'était absolument incroyable. Et il n'y avait pas que cela. Il l'avait vu au moment où elle s'était mise en maillot tout à l'heure. Fubalise avait 2 nombrils. 2 trous identiques, placés l'un au-dessus de l'autre au milieu du ventre, espacés de 10 centimètres. Et pas seulement Fubalise. Tous ces estivants, étalés sur leurs serviettes de bain. Ceux qui traversaient la plage. Ceux qui revenaient de l'eau. Ceux qui jouaient sur le bord. Tous avaient 2 nombrils. Nelson ne parvenait plus à réfréner sa panique. S'il n'avait rien remarqué sur le bateau, c'était d'être resté sur le pont supérieur, à n'avoir d'attention que pour la côte et les flots. S'il n'avait rien remarqué quand le douanier lui avait rendu son passeport, c'était d'excitation à l'idée de rencontrer enfin ça, Fubalise. Bah alors, Nelson, tu ne viens pas? Tu n'aimes pas te baigner? Si, mais... Tu es gêné, c'est ça? Je crois que je comprends. Nelson, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. C'est un peu délicat. Je t'écoute. C'est à propos de tes mains. Ne te vexe pas. Tu es né comme ça ou c'est un accident? Je suis né comme ça. Ça ne me dérange pas, tu sais. Ouais, je te trouve très craquant comme tu es. Comme il ne réagissait pas, Fubalise déclara « Je vais chercher des glaces. » Elle empoigna le porte-monnaie dans le panier à pique-nique et s'éloigna. Nelson regardait maintenant tous ces étrangers comme des ennemis. Il aperçut même un jeune garçon qui avait interrompu la construction de son château de sable pour le désigner à un copain. Fubalise non plus n'était pas comme lui. Il se sentait seul, en danger sur sa serviette de bain.
comme un naufragé sur une île, au milieu d'un océan hostile. Là-bas, Fubalise faisait la queue à la cabane à glace. Mais Nelson ne pensait plus à la ravissante jeune fille qui lui avait tant plu au cours de leur correspondance, mais une fille monstrueuse. Comment avait-elle pu lui cacher de telles horreurs, elle qui lui racontait sa vie dans les moindres détails à Brick City? Comment avait-elle osé oublier cela? Ici vivaient des êtres horribles. Et ses parents? Ses parents? Comment avaient-ils pu ne pas le prévenir? Mais ses parents étaient-ils au courant? Il lui avait avoué, avant son départ, ne jamais avoir traversé le grand estuaire. Il lui avait avoué ne jamais avoir traversé le grand estuaire. Nelson fourra sa main dans sa poche de pantalon, en retira son ticket de retour par le ferry, vérifia qu'il avait bien son passeport, et tant pis pour ses autres affaires qu'il abandonnait volontiers chez les Griffons. Sans hésiter, il se leva, il traversa la plage en courant comme un fou, passa derrière Fubalise, qui ne le remarqua pas, et ne s'arrêta qu'une fois arrivé sur la route. Il descendit les quais de déchargement des marchandises et se précipita vers la gare maritime. Toujours accosté au ponton, le San Martin se préparait pour une nouvelle traversée. Et Nelson attendit le temps nécessaire en tournant le dos à Brick City, dont il ne voulait plus rien voir. Ce ne fut que plus tard, monté à bord, qu'il commença à se calmer. Il songea alors qu'il devait éprouver exactement ce que ressent un prisonnier en sortant de prison. Le port de Brick City disparut au loin. Nelson était sur le pont supérieur, à la même place que ce matin. Mais déjà, il guettait sa ville, McNabb. Quand, au bout de la traversée, il l'aperçut enfin, il serra fort, Très fort, la rambarde avec les 4 doigts de sa main. Il rentrait chez lui, dans une ville peuplée de gens tout à fait normaux, dotés de 4 doigts, 4 doigts à chaque main, et de 3 nombrils, 3 nombrils disposés en triangle sur le ventre. Flash spécial. On nous annonce que Superman renouvelle ses exploits en sauvant la ville de New York, États-Unis, Terre. Les détails dans un prochain flash. J'en ai marre de toujours entendre parler de mon célèbre cousin Superman et de ses soi-disant exploits. Ben oui, quoi, super crotte à la fin. Il n'y a pas que lui dans la famille. Oh, je sais que plein de gens le trouvent trop cool, génial, de la balle. Mais en vérité, c'est super facile d'être Superman. Lui, il est né sur une planète où tout le monde est super baraqué et super musclé. Et il est allé s'installer sur Terre où il n'y a pas de vrais baraqués ni de vrais musclés. Trop fastoche. C'est un peu comme si un grand du collège décidait de retourner à l'école maternelle. Dans la cour, il serait forcément le plus grand et le plus fort. Et tous les autres élèves le regarderaient avec des yeux remplis d'envie et d'admiration. Mais en vérité, il n'aurait aucun mérite. Car il n'aurait rien fait pour devenir grand et fort.
Il serait juste venu d'ailleurs. Eh bien, c'est pareil pour Superman sur Terre. Chez nous, où tout le monde se déplace en volant, personne ne le remarquerait. Il serait même obligé de faire la queue avant de décoller, tellement ça se bouscule là. Chez nous, sur notre planète, quand tous les gens sortent du travail à la même heure, ça provoque de sacrés embouteillages au milieu des nuages. Franchement, je vois pas ce qu'on lui trouve à mon cousin Superman. En plus, son costume, il est drôlement moche. Il a même pas de cagoule. Et on dirait qu'il a enfilé son slip par-dessus son pyjama. Ridicule! Mon costume de Nullman, par contre, il est hyper beau. Des couleurs fluo, des fermetures éclairs partout, un pantalon de survêtement trop grand et ton caleçon qui dépasse un peu juste comme il faut. Et en plus, j'ai une cape en jean. Et ma cagoule de super-héros est intégrée à une capuche, le vrai costume de la mort qui tue. Bon, le seul truc qui craint, c'est qu'il est tout recousu. Parce que j'arrête pas de le déchirer. Et puis, il y a mes parents qui m'obligent à porter un casque, des coudières, des genouillères. Bon. Je dois avouer, j'ai un petit problème. Je me casse souvent la figure. Je sais pas comment tu te débrouilles. Quelquefois, quand tu prends ton élan pour t'envoler dans le ciel, ta cape s'entortille autour de tes jambes et patatras, tu te retrouves le nez par terre. D'autres fois, c'est son pantalon de survêtement qui tombe sur ses chevilles au plus mauvais moment. Ma mère me dit toujours, si tu commençais par porter un pantalon à ta taille, il t'arriverait moins de bricoles. Ta mère ne connaît rien à la mode. Non. Mais il y a encore plus étonnant que mes décollages loupés. Mes atterrissages manqués. Ah oui. L'autre jour, après une longue descente du ciel, je voulais m'accrocher à un immeuble, un peu dans le genre de l'homme araignée. Manque de chance, tu es arrivé à toute vitesse par une fenêtre ouverte. Tu es arrivé dans une salle de bain. Heureusement que la baignoire était remplie, ça amortit ta chute. Bon, c'était quand même un petit peu gênant, parce qu'il y avait déjà un monsieur dans la baignoire en train de faire sa toilette. Bon, il n'a pas vraiment été surpris, hein, il me connaissait déjà. Et oui, sur ma planète de super-héros, tout le monde me connaît. Je suis une vraie star, un peu comme Superman sur Terre. Ah, mais pas pour les mêmes raisons, hein. Bon, Nullman, c'est pas mon vrai nom. C'est un surnom qu'on m'a donné. Sur notre planète, quand un super bébé vient au monde, on ouvre tout de suite la fenêtre de la salle d'accouchement pour que le nouveau-né puisse s'envoler dans le ciel. C'est comme ça chez nous. La vie d'un super bébé commence toujours par des pirouettes et des acrobaties aériennes. Pendant ce temps, en bas, ses parents l'observent et choisissent un nom suivant la façon dont il voltige. Moi, quand je suis né, j'ai loupé la fenêtre. Ouais. J'ai foncé directement dans le miroir. Et bling, il éclate en mille morceaux. Et je me suis retrouvé par terre. Pour la première fois de mon existence. Oh, mais pas pour la dernière, hein. Ah non. Ça n'a été que le début d'une longue série de chutes. Mais mes parents ont vraiment été très chouettes. Ils n'ont pas été déçus de découvrir un phénomène comme moi. En réalité, ils ne pouvaient pas être déçus. Ils étaient bien trop occupés à avoir peur. Le choc avait été si violent et qu'ils croyaient que tu t'étais fracassé le crâne. Eh oui, mais pas du tout. Eh ben... J'étais juste un petit peu assommé. Et ma mère, une fois rassurée, a dit en pleurant d'émotion, « Oh, le pauvre chéri, comme il devait être dans la lune. » Et mon père a ajouté en me serrant dans ses bras, « Bah, nous l'appellerons donc Luneman. »
Luneman. Luneman. Et pas Nulman. Luneman. Luneman. Et Luneman. Ce sont les copains de l'école qui ont décidé de l'appeler Nulman. À force de le voir s'étaler, se ratatiner, glisser, tomber, ils ont trouvé que ça lui allait beaucoup mieux. Et j'ai eu beau leur expliquer que le surnom ne me plaisait pas, trop tard, tout le monde l'avait adopté. Et c'est ainsi que malgré moi, je suis devenu Nulman. S'il est devenu aussi célèbre... Non. C'est parce que très tôt, il a commencé à faire rire les gens. Dès qu'il rentrait quelque part, le silence s'installait. Ils attendaient tous le moment où il allait se cogner contre un mur, s'étaler par terre, le moment où il allait se retrouver les 4 fers en l'air. Évidemment, moi, ça m'énervait grave. Je faisais semblant de rien. Et je m'efforçais de ne pas paraître maladroit. Mais du coup, je me crispais. J'étais nerveux. Et ça finissait toujours par une gaffe. Tu te prenais les pieds dans un tapis et tu renversais un meuble. Et là, ils éclataient tous de rire. Ça me vexait, ça me faisait de la peine. Alors je m'envolais aussitôt pour m'échapper au plus loin. Mais j'oubliais que je n'étais pas dehors. Et je me tapais la tête contre le plafond et je retombais assommé sur le sol. Et on riait 2 fois plus. Mes parents ont vraiment été très chouettes. Eux, ils ont tout de suite su que tous ces rires me rendaient malheureux. Eux, ils ne m'ont jamais appelé Nulman. Un jour, mon père a eu une idée trop mortelle pour me remonter le moral. Il m'a dit, tu sais, je crois sincèrement que tu es le plus fort de toute la planète. J'ai cru que lui aussi, il se moquait de moi. Mais il a expliqué. Seul le plus puissant de tous les super-héros peut se prendre autant de gadins sans se retrouver en miettes. Ça m'a fait super plaisir. Et ça a commencé à me donner un début de confiance en moi. Il avait raison. Je possède un super pouvoir que les autres n'ont pas. Je suis super solide. Le problème, c'est que la plupart du temps, les autres sont bien trop occupés à rigoler pour s'en apercevoir. Mais depuis ma rencontre avec Genial Girl, ça ne me vexe plus. Elle porte bien son nom, Genial Girl. Elle est douce et jolie et gracieuse et intelligente et douée et tout. Pour résumer d'un mot, je dirais qu'elle est waouh. Oh. À chaque fois que je la regarde, ça me provoque plein de choses à l'intérieur. D'abord, ça se met à tourner très vite dans mon ventre. Et puis, il y a mon cœur qui prend de plus en plus de place dans ma poitrine. Du coup, mes poumons, ils deviennent rikiki et ça m'essouffle. Ah, puis il y a aussi mes jambes qui se mélangent et s'énervent encore plus que d'habitude. Bref, Genial Girl me fait de l'effet. Il n'y a pas qu'à lui que je fais de l'effet. Il n'y a qu'à voir la tête des autres garçons quand ils m'observent. Ça devient vite très rouge au-dessus de leurs joues et ils ont les yeux tellement pleins de brouillard qu'on dirait qu'ils ont passé la nuit devant les jeux vidéo. Et ils sont tous là devant moi à se presser pour me montrer leur super pouvoir. La première fois que Genial Girl est arrivée dans l'école, je me suis dit que j'avais 0 chance avec elle. Oh. Ben, comment une fille pareille pouvait s'intéresser à un minablos dans mon genre?
Et j'en ai eu très vite confirmation quand je t'ai entendu rire avec les autres. Bah, c'était obligatoire que ça arrive à un moment ou à un autre. Hein. De ma place, au fond de la classe, je la matais sans arrêt. Alors forcément, quand je me suis tournée vers toi, pour poser mes beaux yeux sur toi, tu t'en es aussitôt aperçu. Et ça l'a mis dans un tel état qu'il est immédiatement tombé de sa chaise et dans la rigolade générale. Ah ben, ton rire a été une grosse aiguille qui m'a transpercé le cœur. Oh! Mais le pire, c'est que tout malheureux que j'étais, je n'ai pas pu m'empêcher de le trouver merveilleux, son rire. Un jour, pendant la récré, les gars de l'école se sont imaginés d'organiser un concours de voltige aérienne pour épater Génial Girl. Il faut vraiment être débile de chez débile pour avoir des idées pareilles. Ils étaient tous là devant moi à se presser les uns après les autres pour me montrer leurs super pouvoirs et leurs galipettes et leurs acrobaties aériennes. Alors forcément, à un moment, ça a été censé être ton tour. Moi, je trouvais ça tellement naze que j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Mais ils m'ont traité de mauviette. Non. Et ça, j'ai eu peur que ça influence Génial Girl. Oh, je suis peut-être le roi de la gaffe, mais je ne suis pas un trouillard. Il a commencé par un décollage fusée foudroyant. Nickel! Vrai! Je crois que j'ai dû battre le record de l'école tellement j'étais énervé. Le problème, c'est qu'avec la vitesse, son pantalon, lui, est resté par terre. Et mon caleçon avec. Au début, je ne m'en suis pas vraiment aperçu. J'ai juste senti un drôle de courant d'air sur mon zizi. C'est à force d'entendre les autres rigoler en bas que je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose. Alors j'ai baissé la tête et j'ai découvert la catastrophe. Oh, la honte de la mort, de la honte de la mort. Il était là, les fesses à poil, à faire des galipettes au-dessus du quartier. Mon premier réflexe, ça a été de cacher tout ça avec ma cape. Mais nous, les super-héros, si on ne peut pas laisser la cape flotter dans le vent derrière nous, ça ne marche pas. Alors il a commencé à tomber vers le sol, comme une pierre. Je savais que j'allais finir par m'écraser sur le sol, mais il était hors de question que je ressorte de ma cape. Plutôt mourir que de me taper de nouveau la honte. J'ai fermé les yeux. J'étais calme et j'ai attendu que se termine ma courte vie de super-héros. J'en avais archi marre de toutes ces blagues sur mon compte. Au moins, tout cela serait bientôt fini. Et puis, j'ai senti des bras autour de ma taille. Et puis, peu à peu, j'ai senti que je ne tombais plus. Quelqu'un était venu à mon secours. J'étais sauvé. J'ai ouvert les yeux. J'étais dans les bras de Génial Girl. Il était dans les bras de Génial Girl. Et alors là, à partir de ce moment-là, c'est devenu hyper compliqué dans ma tête. Coucou. D'abord, j'avais honte de ce qui s'était passé. Coucou. Et puis, j'étais quand même soulagé de ne pas être mort. Coucou. Et puis, j'avais honte aussi d'avoir été sauvé comme ça devant tout le monde. Par une fille. Et puis, j'étais troublé de me retrouver dans les bras de Génial Girl. Il était troublé de se retrouver dans les bras de Génial Girl. De plus près, elle était encore plus jolie. Et je ne m'étais jamais retrouvé aussi près de quelqu'un qui sentait aussi bon.
Elle m'a regardé et elle était toute rouge. Sans doute à force de l'effort à me porter dans les airs. Puis elle a bredouillé ça va. J'ai fait signe que oui. Et puis elle a commencé à un mouvement pour me ramener vers le sol. Et je lui ai dit qu'il était hors de question qu'elle me ramène à l'école. En bas, ils étaient déjà en train de se marrer et de siffler. Alors je lui ai dit que je comprenais. Je l'ai transporté vers un terrain vague. Après l'avoir déposé, je me suis retournée, le temps qu'il se fabrique une espèce de pantalon avec sa cape. J'étais peut-être ridicule, mais au moins, j'étais plus les fesses à l'air. Il faut rentrer, ils vont s'inquiéter. Sans moi. Je voulais plus voir personne. J'avais qu'une idée, c'était de passer à la maison, prendre un pantalon et m'échapper sur une autre planète, un peu comme Superman. Peut-être qu'il existait dans la galaxie un endroit où plus personne ne se moquerait de moi. Et c'est là qu'elle a dit ce truc incroyable. Je ne veux pas, moi, que tu t'en ailles. Et ça, c'était plutôt bizarre. Parce que elle était toute rouge. Alors qu'elle ne me portait plus dans ses bras. Et puis, elle s'est avancée vers moi avec un drôle d'air gêné. Et puis, elle était tellement troublée qu'elle a glissé et s'est cassé la figure. Et quand je me suis approché pour l'aider à se relever, eh ben, j'ai eu envie de l'embrasser. Mais j'ai vu dans ses yeux que... Moi aussi, j'y pensais. Alors on s'est embrassés. Comme dans un film. Et puis, je lui ai demandé ce que franchement elle me trouvait. Et elle m'a dit que j'étais différent des autres. Mais toi aussi tu t'es moqué de moi. Toi aussi tu as ri de moi avec les autres. Je ne me suis pas moquée. J'ai ri parce que tu es vraiment drôle, que tu le veuilles ou non. Tu ne te rends pas compte que tu es beaucoup plus intéressant que tous ces super-héros sans défaut avec leurs super-pouvoirs. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment parce que justement, tu les fais rire. Et ça tu devrais l'accepter. Comme j'ai vu qu'elle était sincère, je me suis plus défendu. Je lui ai pris la main. Et je m'en fichais que ça fasse cucu. Et puis, on est retourné à l'école à pied. Ils pouvaient tous continuer à m'appeler Nullman. Ils pouvaient continuer à rigoler de ma cape qui me faisait un drôle de pantalon. Je possédais maintenant le plus puissant des super pouvoirs. Thank you.